Tous. Moi, je crois que c'est bon. Je sais qu'il y a toujours un petit peu de délai. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette journée DW Days. Donc, on est ravis de vous accueillir pour cette dernière journée en fait qui clôture l'année. Donc, pour rappel, donc les DW Days, les Digital Workplace Days, ce sont des rendez-vous réguliers, plusieurs fois par an, dédiés à l'intranet et à la Digital Workplace. Et aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier au Future of Work et parler des tendances d'intelligence artificielle, de collaboration avec les externes, de nouveaux modes de collaboration, on va dire. Et puis aussi, on va parler de sécurité parce que c'est un des gros enjeux aussi du moment, surtout quand on réinvente un petit peu les modes de travail. Alors avant de démarrer sur cette première session, je vous fais quelques petits rappels techniques sur la plateforme. Donc, vous avez le fil de discussion où je vois que vous dites déjà bonjour, donc c'est super. Vous pouvez poser des questions au fur et à mesure, on les prendra à la fin. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit en termes de logistique. Et donc, pour pas plus traîner, parce que je sais que ce qui va venir est super intéressant. Donc, je vais y arriver. Désolée. Je vais vous présenter Maude. En fait, je vais introduire Maude. Bonjour Maude. Bonjour. Donc, Ravie- Maude Marquis, oui. Maud Marquis, qui est cofondatrice du cabinet Mio Co et qui va donc nous parler des tendances pour 2024. Voilà, je te laisse la parole, Maud. merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Ravie d'être avec vous ce matin et merci à Jalios et à toute l'équipe euh, pour leur accueil et puis pour m'offrir aussi l'opportunité d'ouvrir cette nouvelle session des Digital Workplace Days. Donc, quand on parle de Digital Workplace, on parle avant tout de Workplace et donc ça va être l'objectif de cette session, c'est de vous partager quelles sont un peu les nouvelles tendances pour 2024, les attentes des collaborateurs français, voire des dispositifs innovants sur les modalités de travail, sur ces nouvelles modalités de travail qui ont été particulièrement bousculées en effet post-Covid, et qu'est-ce qui s'inscrit un peu dans la durée, puis quelles sont leurs attentes tout simplement sur différentes thématiques. Vous allez voir un certain nombre d'informations, beaucoup de données chiffrées dans cette session. Et j'aurai pour plaisir de répondre à vos questions si vous en avez à la fin de cette session. Dans les données que vous allez voir, on a voulu agréger, nous, Mio, puisque Mio Co, on a un cabinet de conseil en performance, performance business ou performance interne. Et donc, dans la performance interne, naturellement, le Future of Work est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et dont on a besoin d'avoir des insights récents pour pouvoir inspirer le champ des possibles chez les entreprises qu'on accompagne. Et donc, pour ça, on est membre actif d'une association qui s'appelle New, que je vais vous présenter juste maintenant en quelques planches très rapides. Mais New, à savoir New Ways of Working, c'est une association dans laquelle, comme je vous le disais, nous sommes membres actifs et qui vise à récolter des informations sur 5 piliers différents, sur quelles sont l'évolution de l'attente en termes de travail à distance. Donc, on parle beaucoup de télétravail, mais le travail à distance, il est pluriel. Également, forcément, en fonction de cette évolution du travail à distance, quelle est l'attente et l'évolution en termes de locaux d'entreprise. Et puis ensuite, on va questionner 3 autres piliers qui vont lier les deux, que sont l'évolution du management, l'évolution de la communication, grand sujet encore aujourd'hui et très lié avec d'ailleurs l'activité de Jalios, et la contractualisation. Donc notre objectif, c'est de décoder, de décrypter un petit peu ce qu'il se fait, ce qui fonctionne moins. Et donc pour ça, on interviewe par an une centaine de dirigeants, de DRH, de directeurs de l'environnement de travail, de DSI, pour récolter quelles sont les expérimentations qui sont faites dans ces différents environnements et pour en tirer des enseignements. On remercie d'ailleurs tous les contributeurs puisqu'ils partagent très librement leur retour d'expérience de succès comme d'échec, ou plutôt d'apprentissage, devrions-nous dire, sur ces différentes thématiques. Et puis alors, avoir le regard des entreprises, c'est bien, mais ça doit se coupler aussi au regard des collaborateurs. Et pour ça, donc, on est en association dans cette association, c'est le cas de le dire, avec l'Institut de sondage BVA et l'activité People Consulting, avec qui on interviewe 2 fois par an lors d'une grande enquête
les collaborateurs français, un panel représentatif des collaborateurs français pour qu'ils nous donnent leur avis sur ce qu'ils attendent. Et donc, vous allez voir un certain nombre de résultats dans la présentation qui va suivre. Mais avant tout, l'idée sur ces 5 piliers, c'était aussi d'avoir un peu votre avis, vous, en ligne, de savoir quel est selon vous le pilier qui vous intéresse le plus ou qui, selon vous, est l'enjeu le plus important aujourd'hui. Et donc, pour ça, on vous propose une petite interaction pour donner votre avis. Tout à fait. Donc, c'est un sondage dans l'onglet interactivité. Donc, vous voyez dans l'onglet à côté de l'onglet discussion, là, sur la droite de votre écran. Donc, voilà, on vous invite à répondre parmi ces 5 thématiques, lesquelles sont le plus importantes pour vous. Donc, le travail à distance, hein, comme l'a expliqué Maud, qui est pas tout à fait pareil que le télétravail, mais voilà, travail à distance au sens large. L'évolution des locaux d'entreprise, l'évolution du management, d'ailleurs une petite faute de typo là, mais l'évolution de la communication ou l'évolution de la contractualisation. Donc, on va laisser un petit peu de temps pour répondre. Je ne sais pas si tu veux continuer en même temps, Maud, ou on attend les... Oui, tout à fait, c'est très intéressant puisqu'au final, on voit les résultats live et on voit que c'est assez intéressant parce que les locaux d'entreprise, alors la contractualisation arrive en dernier de toute façon, avec les locaux d'entreprise en deuxième avant-dernière position. Et ça n'a pas l'air de trop bouger. Et en effet, donc très intéressant. Très intéressant puisque qui dit travail à distance dit naturellement impact des locaux d'entreprise. Donc merci pour ces résultats. L'idée, c'est qu'on va essayer de brosser un peu ces différentes thématiques et de les chiffrer. Donc, okay, si je rappelle, là, en top, avant de passer, donc 1, c'est l'évolution du management en première position. Après, le travail à distance, l'évolution de la communication et après, l'évolution des locaux et en dernier, la contractualisation. Ok, très intéressant. Alors, je vais essayer de vous donner des insights justement sur ces différentes thématiques. Et donc, je vous propose déjà de démarrer. Alors, des entreprises en tension, je pense que vous le savez, vous êtes tout à fait à même de comprendre qu'il y a des tensions marché, hein, naturellement, il y a des tensions très contextuelles, mais il y a aussi une tension contextuelle en termes de recrutement. Et c'est la première chose que je souhaitais vous partager. Donc, vous allez voir dans les différents slides qui vont suivre toutes les sources. On a fait une combinaison de différentes sources volontairement pour pouvoir avoir des insights pertinents et surtout qui aident au passage à l'action et à la décision. Donc, la première chose, c'est que vous le savez bien, les entreprises ont des grosses difficultés de recrutement. Et ça, c'est tout secteur, c'est toute activité confondue. Et preuve en est, donc 61% des projets d'embauche sont jugés difficiles par les employeurs et aussi également pour les cadres. Donc, ces difficultés de recrutement, d'où proviennent-elles? Alors, on a parlé beaucoup du big quit, des démissions silencieuses aussi, mais en gros, il n'y a pas de candidats. Enfin, on va la faire simple, il y a assez peu de candidats, donc 85%, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de candidats qui se présentent. Quand ils se présentent, ils n'ont pas forcément le profil adéquat, et vous verrez en quoi est-ce que ensuite le fait de repenser peut-être et de revisiter les contours des postes est important aujourd'hui. Et alors, ça, c'est assez intéressant, c'est qu'au final, quand vous avez des candidats et qu'ils ont potentiellement le profil adéquat, il y a un manque de motivation. Donc en fait, peut-être, et vous en avez beaucoup entendu parler de la quête de sens, on la verra un tout petit peu après, vous avez des personnes qui arrivent et qui, pour autant, arrivent un peu peut-être traînant les pieds ou en tout cas ayant on se retrouve dans des situations où l'entreprise doit vraiment faire un acte de sexiness vis-à-vis des collaborateurs potentiels. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, hélas, de managers ou de direction qui pensent qu'il n'y a pas un acte réciproque de séduction, entre guillemets, à opérer dans un cadre de recrutement. Pour justement motiver les candidats à venir et donc les projeter dans l'avenir. Ensuite, naturellement, il y a les conditions de travail. La notion de télétravail arrive forcément systématiquement maintenant. Le manque de savoir-être également qui arrive. Le déficit de l'image de l'entreprise. Donc là, c'est plutôt le sens commun, on verra après. Mais au final, l'accès au lieu de travail est assez peu un sujet, puisque maintenant, il y a également le télétravail. On n'arrive pas à recruter et donc un quart des entreprises aujourd'hui abandonnent leur objectif de recrutement.
Et quand bien même elles ont réussi à sélectionner un candidat qui leur convient, vous voyez, c'est quasiment 35% des candidats qui ont déjà signé la promesse d'embauche décident de ne pas venir. Donc c'est-à-dire que ce n'est au final, ce n'est jamais acquis. Les conséquences sont directes et les conséquences sont directes surtout pour les personnes qui sont en place. C'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un, c'est qu'il y a un besoin, qu'il y a une charge, et qu'il y a un besoin soit d'expertise, soit de charge, enfin qu'il y a besoin en fait de produire au sein d'une équipe et donc naturellement l'équipe doit compenser, ce manque-là et donc ça génère 80% une surcharge des équipes en place qui génère derrière, des conséquences sur les risques, par exemple, psychosociaux, mais qui génèrent également des conséquences sur la cohésion d'équipe, puisque ça crée vraiment des zones de tension. Donc, on a des conséquences très, très internes, la dégradation de la qualité de vie au travail, mais également en externe. En externe, pourquoi? Puisque, au final, la qualité de service client peut en pâtir. Tout cela amène à inviter à repenser les pratiques du travail, mais surtout à repenser aussi la manière dont on va recruter. Donc beaucoup d'entreprises et énormément, puisque vous voyez, c'est 66% des entreprises, enfin il y a une augmentation de 70% des publications et des publicités de marques employeurs. Et 40% des entreprises en 2022 ont repensé, ont retravaillé leur marque employeur pour partie, mais également l'expérience candidat. À partir de quand démarre l'onboarding? À partir de quand est-ce qu'on donne des informations? Donc ça, c'est toute la question vraiment du premier contact, de la première prise de contact, jusqu'à la proposition d'un contrat de travail. Mais bon, toute cette expérience-là amont est de plus en plus travaillée et regardée. Pour faire en sorte d'avoir, on parlait de l'expérience client sans couture, là maintenant c'est un peu l'expérience candidat sans couture pour s'assurer de ne pas avoir des déperditions inutiles dans le fait de pouvoir faire venir un talent chez soi. La notion de revisiter aussi les contours de poste et de pratique de travail. Et là, vous allez avoir des informations sur ce qui est attendu de la part des collaborateurs. Et la notion également d'assouplir ces critères de recrutement. Vous le voyez, 41% des entreprises ont recruté des personnes qui n'avaient pas le profil initial. Est-ce qu'il y avait moins d'expérience, plus d'expérience, que ce soit sur l'expérience, que ce soit sur la rémunération, que ce soit sur le profil plus général même de la personne? On assouplit les critères de recrutement naturellement puisqu'il n'y a pas de candidat. Et puis alors, un vivier très important, et là, beaucoup d'entreprises, là, vous avez un vrai signal fort, mais enfin faible, qui devient de plus en plus fort, la réallocation des ressources. On est toujours en train, enfin, on parle beaucoup, hélas, d'attirer des talents. Il y en a beaucoup dans les entreprises. Donc, comment est-ce qu'on les valorise et comment est-ce qu'on les met aux bons endroits? Comment est-ce qu'on leur propose potentiellement d'avoir des parcours en Z au sein même de ces organisations pour les garder, pour les faire évoluer et peut-être même, et on le voit de plus en plus, des profils qui sont dans un service et qui ont un désir. J'ai en tête, par exemple, un exemple de personnes qui sont à la finance et qui ont envie de tester le commerce et souvent ont des portes assez fermées, donc sortent de l'entreprise pour aller acquérir cette compétence ou être audible ailleurs, alors que c'est une personne qui connaît la culture d'entreprise, qui connaît les process et qui pourrait tout à fait avoir un transfert de compétences progressif pour pouvoir acquérir et même changer de service et passer vraiment de fonction support ou de business partner à fonction business. 85% des emplois, alors ce chiffre vous le connaissez j'imagine, n'existent pas encore. Alors c'est pas qu'ils n'existent pas encore, c'est qu'ils sont en train d'évoluer. Preuve en est l'arrivée de ChatGPT. Je voyais encore hier une vidéo d'une société qui crée avec 12 intelligences artificielles des vidéos promotionnelles d'1 minute 30. Enfin, je veux dire, les métiers, alors avec ChatGPT en l'occurrence de community manager, et je sais que vous êtes un certain nombre autour de cette table virtuelle aujourd'hui, sont radicalement en train d'évoluer. Donc 85% des métiers tels qu'ils sont écrits aujourd'hui n'existent pas encore. Il faut bien intégrer donc ces nouvelles technologies, mais pas que, ces nouvelles attentes également. Donc il faut penser à revisiter l'attractivité de l'entreprise. Les collaborateurs évoluent. Alors là, l'idée, c'était de vous reprendre classiquement une pyramide de Maslow que vous connaissez bien. La première chose qui est attendue par les collaborateurs, on a beaucoup parlé de la course aux bénéfices pré-Covid, quand les startups arrivaient en présentant des promesses de liberté d'organisation complète, des promesses de service au bureau, voire de service à domicile même. Donc c'est un peu cette vraie course aux bénéfices qui faisait très très peur aux corporates classiques qui se disaient mais ils vont tous partir là-bas. Et d'ailleurs, il y a eu une vague de personnes qui sont parties dans les startups qui, pour certaines, sont revenues.
Pour autant, il y a toujours cette vague-là, mais c'est plus les mêmes bénéfices. Donc, la première chose, l'omnitravail, vous le savez bien. Donc, le télétravail maintenant, 35% des collaborateurs n'accepteraient pas un poste si le télétravail n'est pas intégré dans les modalités de travail de l'entreprise. On parle beaucoup d'hybride, énormément. Je pense que cette journée est aussi particulièrement dédiée à ça. Collaborer en digital. Collaborer en digital, avoir cette capacité de pouvoir, et vous le savez très bien, organiser des réunions en présentiel et en distanciel simultanément, c'est devenu maintenant une norme. Et la nouvelle norme qui arrive et qui est la plus plébiscitée, mais qui aujourd'hui culturellement nécessite un changement, parce que les outils sont là, hein, mais c'est culturellement nécessite un changement particulier, c'est le mode asynchrone. Le mode asynchrone, c'est le remède contre la réunionnite. C'est de se dire, il n'y a pas forcément besoin d'arriver à aligner les agendas de 10 personnes et en plus de se dire il faut absolument en présentiel avant de pouvoir collaborer. Donc, comment est-ce qu'on développe ce mode asynchrone? Comment est-ce qu'on a les outils qui sont les mêmes que l'hybride, en fait, en grosse partie, qui vont permettre de travailler au moment où la personne a décidé, au moment où c'est pertinent que la personne produise des données ou accède à des données. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir favoriser ça, et vous avez un vrai sujet culturel dans les sociétés plus que technique. Et puis, vous avez le bien-être au travail, vous le savez, qui est une priorité, et encore plus aujourd'hui, et encore plus pour les nouvelles générations, avec cette notion, en premier lieu, d'équilibre vie pro, vie perso. Et là, c'est là où les bénéfices, la course aux bénéfices change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le tout premier bénéfice qui est demandé, c'est pour les personnes qui ont des enfants en bas âge, souvent, ce sont des crèches d'entreprise. Donc, la crèche d'entreprise arrive en top de liste pour pouvoir se libérer en fait de cet équilibre pro-perso, mais pas que. Il y a aussi cette notion de droit à la déconnexion. Et ça, pour le coup, les startups reviennent un peu sur ce sujet-là, puisque vous pouvez travailler n'importe quand, mais ça veut dire que vous pouvez travailler aussi n'importe quand. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plus trop de... Et dans quelle mesure l'entreprise, ça c'est des questions plus philosophiques, mais quand même, de responsabilité d'entreprise, dans quelle mesure l'entreprise est responsable de ce droit à la déconnexion et d'éviter d'avoir des collaborateurs qui travaillent tout le temps. Là, c'est une question. Il y a des notions de risques psychosociaux qui sont naturellement liées à l'entreprise, mais pour autant, on se pose la question de jusqu'où l'entreprise doit aller à ce niveau-là. Un attachement en demi-teinte. Quand on remonte dans la pyramide de Maslow, ça c'est assez criant. Ça c'est vraiment ce qui ressort énormément, c'est le manque de reconnaissance. 65% des salariés ne se sentent pas reconnus dans leur travail et 65% d'entre eux envisagent de démissionner. Et vous le verrez après, on a d'autres chiffres sur le sujet. Donc naturellement, le télétravail joue un impact énorme, mais au final, c'est pas que le télétravail, c'est la capacité d'évolution du management. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, puisque vous le plébiscitez en premier, et vous avez complètement raison. Comment est-ce qu'on manage? Comment est-ce qu'on crée un collectif? Comment on s'assure de pouvoir développer les compétences de son collaborateur? La reconnaissance, d'ailleurs, elle a plusieurs facettes, la reconnaissance. Il y a la reconnaissance de l'expertise, de sa capacité de travail, qui va être associée à une reconnaissance peut-être pécuniaire. Mais vous avez également la reconnaissance de l'utilité dans un collectif. Et vous le verrez, c'est sur le sens personnel de son action. Donc ça, c'est plutôt une reconnaissance émotionnelle. À quoi je sers? J'appartiens à un collectif, je parle à mes collègues, j'ai du feedback. Mais vous avez également la reconnaissance par la dispense de formation, par exemple, qui est plutôt une reconnaissance intellectuelle de collaborateur. Le collaborateur vient donner du temps et vient récupérer quelque chose qui est important pour lui. Donc vous avez différents types de reconnaissance. Un attachement profond à l'entreprise. Alors ça, les Français sont très attachés, alors qu'on dit quand même, on entend pas mal le contraire, mais on a un attachement en fait à notre équipe. 80% des collaborateurs viennent avant tout au bureau pour voir leurs collègues. D'où le fait, dans l'évolution des locaux d'entreprise, d'imaginer, d'envisager beaucoup d'informel, de communication, formelle ou informelle. On parle beaucoup de hub social, d'évolution des cafétérias, des endroits de communication. Oui, mais il ne faut pas que ce soit que formel. Donc là, il y a vraiment même des recherches en cours, et puis même on agit d'ailleurs sur le sujet, sur comment créer l'informel dans les cages d'escalier, dans des couloirs qui sont peut-être un peu plus grands pour favoriser l'échange ponctuel, l'échange non sollicité, non prévu. Et alors, on est aussi attaché à son entreprise. Et alors, c'est cette notion de salarié boomerang que vous connaissez peut-être, qui est le salarié qui part et qui revient.
Donc, vous en avez 13%. Et là, justement, dans notre enquête, on est en train de vérifier, et ce chiffre est en augmentation permanente. Augmentation permanente, parce que maintenant, on est décomplexé du fait de pouvoir revenir. Donc, à partir du moment, naturellement, où vous êtes parti dans des bonnes conditions. Mais si cette condition est réunie, vous avez des entreprises, en l'occurrence, on interviewait une DRH de très grande banque internationale qui nous disait, dans nos statuts, dans notre fonctionnement interne, si un collaborateur quitte la banque, c'était écrit qu'il ne pouvait jamais revenir à vie. Il nous a quittés, il nous a abandonnés, il ne reviendra jamais. C'est vécu comme une trahison, en fait. Une trahison, vraiment, mais vraiment, c'était plus jamais chez nous. Voilà. Et donc, donc, cette DRH-là nous partageait le fait que sa première action était justement de faire évoluer ça. Et elle a réussi à le faire évoluer, alors aujourd'hui que jusqu'à 5 ans. Mais pour autant, vous allez le voir, il y a un vrai sujet en 2024 qui est attendu, mais 2024 et pas que, dans les années à venir, qui est comment est-ce qu'on crée des parcours internes-externes, qui est particulièrement plébiscité et qui fait sens. Le collaborateur connaît votre entreprise, votre culture d'entreprise, va expérimenter autre chose. S'il revient, c'est parce qu'il a un intérêt à revenir. Vous avez un collaborateur qui est directement plugable, entre guillemets, dans la culture de votre entreprise et qui va amener en plus un regard extérieur, qui va nourrir les personnes de dire mais l'herbe est plus verte ailleurs, et ben peut-être pas, ou peut-être que si, mais sur telle chose, et on pourrait l'améliorer. Et donc, il va revenir vraiment avec beaucoup de valeur. Donc, si ces salariés boomerang, parce que ce qui est intéressant, oui, d'ailleurs, c'est le chiffre qui est le 60%, les personnes qui ont quitté leur entreprise, le fameux Big Quit, qui était peut-être Big Move d'ailleurs, les 60% qui sont partis juste après le Covid regrettent leur choix. Donc, je vous invite juste à vous dire que dans les 60% qui vous ont quitté, il y en a, ou si d'ailleurs vous faites partie de ces gens-là, il y en a 60% qui regrettent leur choix. Donc, il y a un vivier, là, quand on a des difficultés de recrutement, de profils inadéquats ou autre, vous avez un vivier de personnes qui est énorme, dès lors que la fameuse condition de « on est parti dans des bonnes conditions » soit réunie. Mais vous avez un vivier énorme de personnes à cet endroit-là, d'où l'importance et l'essor des relations d'anciens, qui est très, très plébiscité dans les très grandes entreprises, avec « je suis un ancien de », avec cette fierté d'appartenance, mais également dans les écoles. Je suis un X, je suis un Y. Et donc, beaucoup d'entreprises se posent la question aujourd'hui de développer ces réseaux-là, puisque vous avez au final un vivier de recrutement directement accessible. Si on remonte, estime et indépendance, le télétravail, vous le savez pertinemment, a fait beaucoup évoluer la relation, mais a fait beaucoup évoluer la relation. Et c'est là que c'est intéressant parce que vous voyez, évolution de la contractualisation, vous le mettez en dernier, mais vous le mettez en dernier, c'est-à-dire qu'il doit y avoir que d'ailleurs, accessoirement, il n'y a qu'une personne qui l'a noté. Après, Maud, il y a une question qui était de justement qu'est-ce qu'on entendait par la contractualisation. Donc, je pense que moi, j'avais réagi pareil, c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est. En fait. Donc, ça va venir. Alors, très, très bien. Parce que là, vous avez typiquement 2024 jusqu'aux 10 ans à venir, il y a un énorme sujet qui se trouve à cet endroit. Ce n'est pas le sujet tout de suite. Enfin, il est quand même déjà en train. Il faut le traiter. Enfin, en tout cas, il faut l'imaginer aujourd'hui, mais il faut bien agir dans les prochaines années dessus. L'évolution de la contractualisation, c'est cette notion de relation entre j'ai une compétence, je dispense un savoir, je dispense une expertise moyennant rémunération. La contractualisation classique, c'est le CDI. C'est 90% aujourd'hui de ce qui fonctionne, en tout cas en France. Pourquoi ? Parce que le CDI nous permet d'avoir accès à un logement, tout simplement. Donc, c'est de se dire, et donc on a interviewé justement dans le cadre de New, en l'occurrence Emmanuelle Barbara, qui est une grande avocate sur ce sujet-là, elle nous dit, mais au final, voilà, le CDI permet l'accès au logement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez un essor énorme des freelances, vous le savez bien. Les gens commencent à faire du slashing, et vous avez d'ailleurs 57%, vous le voyez, des cadres qui se disent prêts à quitter le salariat pour se lancer en freelance. Le freelancing, c'est 106% de croissance en 10 ans et ça va me faire commenter. Ce qui freine le freelancing aujourd'hui, c'est cet accès au logement. Le fait de pouvoir rassurer les banques, voilà. Mais ça, c'est en train d'évoluer. Donc, le jour où ça évoluera, ça ouvrira quand même le champ des possibles à tout ça. Donc, la contractualisation, c'est ça, c'est de réfléchir à comment est-ce que demain, est-ce qu'on peut avoir un collectif hybride de freelance, de salariés. Voilà, nous, typiquement, Mio, en toute transparence, on est 5 chez Mio et en fait, on a un collectif de 30 personnes. Et on travaille vraiment, mais ce collectif, on est
avec eux tout le temps. Et au final, on est Mio & Co. Et d'ailleurs, on le porte même dans notre nom. Donc voilà, donc ça, il y a un vrai sujet sur cette thématique-là. Et donc, cette thématique-là re-questionne, et vous l'avez tout à fait dit, le management encore plus. Comment est-ce qu'on manage des internes, des externes, mais parfois des externes qui sont plus internes que des internes eux-mêmes, parce que pour le coup, ils ont une responsabilité, puisqu'ils ont une facturation associée, donc il y a une notion de... Donc, comment est-ce qu'on manage tout ça? Donc, il y a un vrai questionnement sur le management qui est demandé de manière beaucoup plus participative, avec beaucoup plus de transversalité aujourd'hui, de transparence, exactement, d'audace, de courage managérial. Ça sort énormément dans le management, le manque de courage managérial. On n'ose plus dire à un collaborateur que le travail qu'il fait n'est pas correct. On n'ose plus parce qu'on se dit oulala, syndicat, oulala, RPS. Les managers ont tellement de choses à devoir encaisser aujourd'hui qu'on n'ose plus. Donc on attend de la RH, donc on donne passez-moi l'expression, mais la patate chaude à la RH, mais la RH au final, enfin, donc là aujourd'hui on est un petit peu à marcher. Je suis désolée, je suis très très mauvaise dans l'expression. Mais je crois que c'est à marcher sur des œufs. Oui. Non. Oui. Faut faire attention, quoi. Voilà. Merci. Faut faire attention. Voilà. Donc le management, en effet, plus de transparence et plus de courage, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est pas simple du tout. Mais voilà, de travailler vraiment avec RH et manager, d'être des vrais binômes business partners ensemble. Voilà pour cette partie-là. Et si on arrive vraiment sur l'accomplissement de soi, la fameuse quête de sens, 2 types de sens. Le sens personnel d'abord. À quoi je sers? À quoi je sers dans mon collectif, dans mon équipe? Est-ce que je suis un pion parmi tant d'autres? Mais comment est-ce que je m'inscris dans la proposition de valeur de l'entreprise globale? Quel est mon rôle? À quel moment? Enfin, je suis passeur de balle. C'est vraiment quel est mon rôle dans l'équipe de rugby? Est-ce que je suis lié? C'est pareil, je n'irai pas plus loin parce que je ne connais pas grand-chose. Mais vous voyez l'idée. Donc, la quête de sens personnel, quelle est mon utilité à l'entreprise? Et puis la quête de sens commun, quelle est l'utilité de mon entreprise à la société? Et là, pour le coup, vous avez quand même 64% des personnes qui envisagent de diminuer leur salaire, qui seraient prêtes à diminuer leur salaire pour travailler dans une entreprise qui fait plus de sens pour eux. Je vous invite à regarder dans votre entourage personnel, si ce n'est peut-être vous-même d'ailleurs, mais ou dans votre entourage personnel, le nombre de personnes en ce moment qui sont capables de revoir leur rémunération à la baisse pour travailler pour une entreprise qui fait sens pour eux, ou même de complètement changer de voie professionnelle avec des rémunérations qui n'ont plus rien à voir. On a envie d'être utile. Et alors encore plus les nouvelles générations. On parle du management. Le management, pourquoi les collaborateurs envisagent de démissionner? Eh bien, la toute première raison, c'est par manque de soutien dans mon travail ou par épuisement. Alors, on peut poser la question de est-ce que c'est en lien direct avec les problématiques de recrutement, parce qu'on n'a pas assez de personnes dans l'équipe, donc c'est normal que l'équipe s'épuise? Ou est-ce que c'est, et ça de la même manière, assez lié au courage managérial, est-ce que c'est une problématique de priorisation ou d'allocation de l'intensité? De se dire, voilà, on part tous billes en tête, on est à distance. Et donc, une problématique de management d'arriver à prioriser à distance les priorités de chacun pour allouer la bonne intensité. Voilà. Question mark. Mais en tout cas, vous avez quand même 33% des salariés qui envisagent de démissionner. Donc, regardez dans les équipes autour de vous. Il y a une personne sur 3 qui envisage de démissionner dans les 2 prochaines années. Ça, c'est pas, ça augmente un peu, mais c'est pas non plus complètement révolutionnaire. Hein. Parce que vous avez les jeunes qui en général ne se projettent qu'à 2-3 ans, quoique ils commencent à se projeter de plus en plus justement sur des parcours de carrière. Plutôt des carrières qui sont accompagnées par les entreprises. Donc les collaborateurs français ont envie de s'impliquer plus. Mais alors, c'est très paradoxal, hein, parce que de toute façon, vous verrez, il y a énormément de choses paradoxales. Il y en a 23% qui se sentent écoutés, donc soit via des serveurs internes, soit peut-être des feedbacks ou des focus group internes, un certain nombre de dispositifs divers. Ils se sentent écoutés, puis ils sentent que leur avis compte. Il y en a 36% qui se sentent écoutés, mais en fait, l'information est perdue. Donc, par exemple, les EAI sont aussi parfois évoqués, de dire, on me demande mon avis, mais en fait, où va cet EAI? À quoi il sert? Et puis alors, il y en a 40% qui ne sont pas du tout écoutés. Pour autant, quand on leur demande, est-ce que vous aimeriez
Voilà, on vous propose de faire partie de la table des décisions, de participer à un Shadow Comex, par exemple, ce type de... Est-ce que vous aimeriez? Il y en a un sur deux qui dit oui, mais un sur deux qui dit non. Moi, je suis très très bien comme ça. Donc, on veut être écouté, mais on n'a pas forcément envie de toujours donner son avis. Toujours la reconnaissance. Hein. On me demande mon avis, je suis reconnue, mais après, est-ce que je réponds au questionnaire? Parfois, c'est les mêmes personnes qui ne répondent pas au questionnaire qui vous demandent d'en faire. Mais bon, ça, vous le connaissez aussi. Alors, vous allez voir un peu des schémas comme ça à chaque fois, les dispositifs en termes de communication, en termes de désirabilité et en termes de création d'engagement pour collaborateurs. Tout en haut, ce qu'ils demandent, c'est le partage de la richesse. Ça va pas être une surprise. Pour autant, ça a été accompagné d'une deuxième question qui est, votre entreprise vous propose de devenir actionnaire de votre entreprise? Oui ou non? À 90%, non. Donc, partage de la richesse, mais par contre, pas jusqu'à avoir la responsabilité derrière. Et encore une fois, la richesse, elle peut prendre plein de formes différentes. Elle peut être pécuniaire, naturellement, partage des bénéfices et autres, participation. Et il y a des dispositifs innovants, d'ailleurs, qui beaucoup arrivent, et on les a questionnés dans le cadre de cette de New, mais pas que. On demande aussi de la célébration. La célébration, c'est celui qui a complètement été oublié ces dernières années. Les gens ont besoin de se retrouver, les gens ont besoin de se dire, tout le monde nous dit, mais on crée du build sur du build, sur du build, sur du build, alors qu'on a déjà le run, donc on est là en train de faire des nouveaux projets sur des nouveaux projets sur des nouveaux projets. Vous voyez cette notion d'allocation d'intensité. Et puis au final, en fait, un projet prend place tout de suite, on est là en train d'en enchaîner un autre, mais sans même prendre le temps de faire le temps de pause et de se dire, waouh, c'est chouette ce qu'on a accompli. À l'époque, beaucoup parlent, les anciens entre guillemets, dont je fais partie, parlent de quand on prenait un verre ou quand on allait célébrer ça. Alors après, il y a des questions légales, juridiques, vous voyez, encore, la législation arrive et les risques arrivent. Mais en tout cas, comment on célèbre? Et techniquement, les locaux d'entreprise peuvent servir à ça également. Les rituels. Derrière rituel, on entend aussi communication. Donc, avant de vous parler rituel, les collaborateurs français, ce qui leur manque le plus, c'est leurs collègues. C'est c'est les relations sociales. Parce qu'au final, leurs collègues, ils les voient tous les jours, en Teams, à distance. Ils les voient pour des questions techniques, mais on est avant tout quand même des êtres humains. Et donc de pouvoir voir son collègue, prendre un café, rigoler, faire des blagues, créer un référentiel commun, un référentiel de souvenirs. Vous savez, cette personne qui sort une blague sur l'open et qui au final devient une running joke. Ça, c'est un référentiel commun. Ça participe énormément à la cohésion. Donc, nos collègues nous manquent. Est-ce que le bureau doit devenir... est-ce que le sujet du bureau doit être aussi un hub social? Après, il y avait une notion de travailler dans des conditions appropriées, naturellement. L'information disponible sur l'entreprise. Donc là, c'est là où cette information asynchrone avec des outils un petit peu innovants est importante. Par contre, ce qui est assez intéressant, alors ça c'est très français, c'est un peu le symptôme du village gaulois. Il y a un quart des Français qui n'a aucune idée, et 35% dans les entreprises de plus de 1000 collaborateurs, qui n'a aucune idée de ce que font leurs collègues. Alors, je vous laisse imaginer les conséquences sur la compréhension de la chaîne de valeur, déjà sur l'utilité personnelle, je prends la balle d'un tel pour la passer à un tel, donc là le sens personnel diminue, mais également sur la qualité de service derrière, au niveau du marché. Parce que si je sais pas, enfin, comment est-ce que je veux me responsabiliser si je sais même pas à ce moment-là si ce que je fais c'est moyen ou si ce que je fais c'est excellent, c'est quoi l'impact au niveau de mes collègues, mais c'est quoi l'impact au niveau de l'entreprise et de ses propres clients. Donc là, il y a un vrai sujet de compréhension de ces responsabilisations. Et alors, les dispositifs qu'ils demandent, ah bah là, on est en plus complètement dans la journée et complètement dans la thématique de Jalios. Regardez tout ce qui est en haut à droite. Créer ou renforcer un intranet. On n'est pas dans l'innovation la plus... mais ne serait-ce que d'en avoir, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, de renforcer ou de créer un outil de messagerie instantanée. Et en toute transparence, on ne pensait pas du tout que ça allait être plébiscité à ce point. Hein. Parce que pour nous, on pensait que c'était acquis. Preuve en est, ce n'est pas le cas. Développer une communication interne et autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a zéro communication, mais de toute façon, vous l'avez dit, s'il n'y a pas de communication, ça ne marche pas. Alors pour ça, c'est
c'est un recensement de Mio des différents dispositifs, enfin, des différents rituels qu'on a vu un peu à droite à gauche, mais il y en a tellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et je vous invite à regarder vous dans votre quotidien, auprès de votre équipe, de votre entreprise, si vous cartographiez un peu, si vous avez des rituels, en tout cas pour les 4 grandes cases des différents rituels. Les rituels, ils sont soit collectifs, soit individuels. Ils sont soit formels, soit informels. Les rituels formels, collectifs, individuels, sincèrement, on les a. On les a quasiment tous. Ouais. Après, il y en a qui sont plus innovants, plus sympas, plus drôles que d'autres. Typiquement, je vais juste m'arrêter sur la réunionite et la technique, par exemple, de Jeff Bezos avec sa réunion pizza. Par exemple, lui dit, parce que le rituel formel collectif, on l'a la réunion, hein, mais lui dit, à partir du moment où vous ne pouvez pas nourrir les personnes autour de la table suffisamment bien avec 2 pizzas, c'est que vous avez trop de personnes. Donc voilà, je vous invite à voir les réunions dans lesquelles vous êtes 20 ou 25. Si c'est des réunions de communication descendante, très bien. Auquel cas, pourquoi pas de l'insynchrone. Mais bon, ça c'est, ou pourquoi pas du digital. Mais en tout cas, avoir 20 personnes dans une salle, sauf si c'est vraiment des tout petits mangeurs. Mais en tout cas, selon Jeff Bezos, ça ne fonctionne pas. Et après, c'est surtout d'aller sur l'axe informel. L'axe informel, et donc vous en avez de plus en plus, de vous rencontrer, de découvrir les personnes au-delà de ce qu'ils représentent en termes d'apport d'expertise dans l'entreprise. Avant d'être un expert sécurité, on est un être humain. Donc, comment créer ce collectif? Donc là, vous avez un certain nombre de dispositifs. Et là, la com interne a vraiment son rôle à jouer pour, Ah là, complètement. Pour les organiser, justement, même si c'est de l'informel, ça doit s'organiser. Exactement, tout à fait. Alors, ce que demandent les collaborateurs français, là je suis passée en arrière, excusez-moi, on va retourner. En termes de parcours, le slashing, donc je pense que pour beaucoup vous savez ce que c'est, mais si jamais il y a des personnes qui ne savent pas, le slashing c'est je fais ça, slash, je suis, revenons à cet expert sécurité, je suis expert sécurité, slash DJ le soir, slash photographe le week-end. Logiquement, le slashing à la base, c'était fait pour des personnes qui avaient des passions. Donc, j'ai une passion à côté, je crée mon auto-entreprise et en dehors de mes heures de travail, j'ai une rémunération ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai une rémunération par exemple pour ma passion, je suis chanteur ou autre. On va y revenir juste après sur le slashing. Les collaborateurs français, s'il y a vraiment une tendance à retenir, c'est la pluralité. C'est qu'on n'a plus envie d'être enfermé. Donc ça, c'est un signal faible, mais nous, en tout cas, et je prends la responsabilité d'engager uniquement ma parole, on n'a plus envie d'être qu'un expert sécurité. On a envie d'être un expert sécurité, et puis pourquoi pas, on a envie d'être commercial sécurité, et puis pourquoi pas, on a envie aussi de découvrir la finance. Voilà, on a envie de plus être enfermé dans une case dans laquelle on a des cases progressivement de prise de responsabilité managériale, dans la plupart des cas, parfois, de responsabilité transversale. En gros, de toute façon, c'est pas compliqué. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais arrivée dans cette entreprise. On m'avait dit, c'est simple, Maud, là, tu es dans une expertise. Maintenant, soit tu choisis le management, soit tu choisis l'expertise encore plus poussée. Mais en gros, j'étais enfermée dans ma case. J'étais enfermée dans ma ligne d'eau, ce qui ne me convenait pas trop. Et donc, voilà, les gens ont envie de pluralité en fonction de leur vie et ils ont eu envie de découvrir plusieurs choses. Donc, il y en a un quart aujourd'hui qui sont prêts à diminuer leur rémunération pour pratiquer une nouvelle activité. Donc le slashing prend de l'ampleur et vous allez le voir, et je voudrais juste m'arrêter 2 secondes là-dessus. Quand on demande les dispositifs en termes d'évolution de parcours les plus plébiscités, la première chose qu'on dit, c'est accompagner les collaborateurs à lancer leur projet professionnel. C'est eux qui ont répondu ça. Alors on pourrait se dire, c'est gonflé. On pourrait se dire, mais est-ce que c'est à l'entreprise d'accompagner le collaborateur pour qu'il lance sa boîte? Et d'ailleurs, vous le voyez, hein, vous voyez quand même fréquemment des personnes qui négocient dans leur package de départ d'être prestataires pour leur propre entreprise. Voilà. Donc, on pourrait se dire, en quoi est-ce que, ok, c'est ce que veut le collaborateur, très bien, mais en quoi est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise de répondre à ça? Et ensuite, il y a un deuxième, et moi, c'est celui qui me tient le plus à cœur. C'est accompagner les parcours, les collaborateurs dans des parcours semi-internes, semi-externes. Une entreprise, elle est limitée en termes d'options.
elle est limitée parce que les jobs n'évoluent pas tous les jours, parce que il y a des postes qui sont pris et que les personnes montent en compétences. Et donc, quand on se dit, bon, bah, moi, le poste qui me disait, bah, la personne, elle vient de prendre son job il y a 6 mois, donc il va falloir que j'attende 3 ans avant de l'avoir. Et ben, en fait, je vais aller voir ailleurs. Mon rêve serait qu'on puisse organiser aujourd'hui, et d'ailleurs, certains secteurs le font, mais c'est assez confidentiel, d'organiser au final un écosystème autour de l'entreprise où l'entreprise, avec ses fournisseurs, ses partenaires, voire ses clients, puisse organiser un écosystème sectoriel pour pouvoir garantir, même pas garantir, à la limite juste proposer à un collaborateur d'évoluer dans l'écosystème, de prendre des postes différents, de se nourrir de cultures différentes, d'entreprises différentes, mais systématiquement dans cette même chaîne de valeur. Et ce qui fait que votre collaborateur, vous ne pouvez pas lui donner le poste qu'il souhaite aujourd'hui. Par contre, il se trouve qu'il y a un client qui l'a, ou qui est juste en dessous ou à côté. Et donc, ce collaborateur va dans cet environnement-là, apprend des choses. Déjà, est très pertinent puisqu'il travaille déjà dans cet écosystème et qu'il travaille avec un acteur fort de cette entreprise-là, qui est un fournisseur ou un client. Et donc, vous avez des parcours comme ça qui peuvent être des parcours pluriels, qui répondent aux besoins du collaborateur de pouvoir avoir une diversité d'actions, qui valorise son patrimoine, dans lequel vous pouvez même lui proposer une carrière entière dans un secteur. Et donc, au final, c'est un peu du donnant-donnant et c'est du bénéfice pour tous. Donc, moi, personnellement, c'est celui qui m'attire le plus et sur lequel on travaille d'ailleurs avec certaines entreprises pour créer ça aujourd'hui. Timing parfait. Et voilà. J'ai tenu le timing. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Il y avait beaucoup de chiffres. J'espère que ça vous a intéressé et je suis disponible pour tous vos commentaires. Alors justement, parmi les commentaires, il y a beaucoup de chiffres, donc il y a quelqu'un qui a demandé s'il y aurait le support de présentation sera fourni, donc j'ai répondu oui. Il y a un commentaire de Grégory là, qui juste à l'instant là sur le slashing qui semble assez cohérent avec l'envie de passer en indépendant. Et c'est aussi le reflet de vouloir faire des choses, mais de ne pas prendre trop de risques. Oui. Alors, oui, complètement. D'ailleurs, c'est vrai que je suis passée assez vite dessus. Il y a une recrudescence aujourd'hui du travail. Le mot me vient plus. C'est pas temporaire, mais quand vous travaillez à mi-temps, en fait, quand vous travaillez à mi-temps. Donc, le mot me vient plus, désolé. Et en fait, il y a une déstigmatisation de ça aujourd'hui. Parce que, en fait, si je caricature, mais en gros, à ce moment-là, on disait le travail, donc qui n'est pas temporaire, hein, mais vous êtes bien en CDI, mais vous ne faites que 4/5e, par exemple. Merci. Merci beaucoup, le travail partiel. Travail partiel. Voilà. Merci beaucoup. Était associé, je caricature, je mets des gros sabots sur la femme qui vient d'avoir des enfants et qui veut pouvoir s'occuper de ses enfants le mercredi. Il y a des hommes aussi qui en font et qui, d'ailleurs, hélas, sont assez stigmatisés sur le sujet. Donc, il y a une grosse déstigmatisation du sujet qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Et c'est justement certainement pour répondre à ce besoin de slashing, mais sur des horaires qui ne sont pas des horaires de passion. Parce que souvent, quand on était DJ, photographe et autres, c'est des choses qu'on pouvait faire en dehors de ces heures de travail dites de bureau. Donc, en effet, il y a complètement. Ça répond complètement aux besoins d'indépendance. Il y avait une autre remarque aussi, alors concernant les parcours internes, externes, là. Donc, il y a Cécile Agnès qui dit que c'est passionnant, mais challenging, parce que les notions de confidentialité, justement, entre un client et son fournisseur, est-ce que ça pose pas problème, justement Tu disais, c'est toi qui as parlé de confidentialité dans le dispositif, mais justement, peut-être que ça rejoint cette question, finalement. Alors, la confidentialité, quand les parcours sont... Je voudrais juste bien comprendre la question, parce que je ne la vois pas écrite, mais c'est quoi? C'est la confidentialité dans le cadre de parcours interne-externe? Oui, c'est ça. Est-ce que ça pose pas problème, justement? Ah ben si, mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est confidentiel? Enfin, les personnes qui agissent là-dessus restent de l'ordre du domaine confidentiel. C'est parce qu'en fait, il faut créer un support. Et donc les entreprises, là on est vraiment dans l'innovation RH, hein. On est justement en train de travailler avec les entreprises pour exactement identifier ce type d'informations et de se dire comment est-ce qu'il faut faire évoluer. Est-ce qu'il faut créer des conventions tripartites et plus? Comment garantir ça? Donc là, pour l'instant, j'ai pas. Mais en effet, c'est un très bon point et c'est un point qui est pour l'instant
en recherche. Donc, il y a Grégory qui dit que lui, il travaille à 80% depuis 15 ans pour ses Ah activités bah, annexes et il a l'air très heureux. Donc, voilà. Il y avait une question d'Élodie. Et c'est vrai, quand on y pense, aujourd'hui, on a beaucoup de news de chefs d'entreprise qui indiquent que c'est la fin du télétravail. ouais. Alors, Ouais, c'est pas, ça paraît pas cohérent avec ce que tu as présenté. tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, en effet, et je veux pas, je crois que c'est une grande assurance, mais qui commence par un M, mais vu qu'il y en a plusieurs, je ne sais plus laquelle, qui a annoncé l'arrêt du télétravail récemment, et beaucoup font ça. Euh, Moi, la seule chose que je leur dis, c'est les collaborateurs français disent que 35% d'entre eux ne viendraient pas s'il n'y avait pas de télétravail. Pour autant, on a interviewé également des sociétés qui ne font pas du tout de télétravail. Et en toute transparence, au début, on s'est dit, on va interviewer des personnes qui sont peut-être coincées dans des années passées. Et j'ai été bluffée. J'ai été vraiment bluffée d'un dirigeant qui me disait, non, moi, je ne propose pas de télétravail. Ok, pourquoi tout simplement parce que j'ai des managers qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça et j'en ai d'autres qui le sont énormément. Si je propose du télétravail, certains vont être complètement très très bien et d'autres pas du tout. Donc je ne peux pas garantir, entre guillemets, une équité de traitement pour mes collaborateurs. Donc je préfère ne pas en proposer plutôt que certains soient très à l'aise avec un manager bien et l'autre qui soit avec un manager ultra contrôlant qui les stresse à distance et qui leur demande plus de reporting. Donc, je ne veux pas ça. Par contre, à contrario, si on impose de la présence sur site, il faut, expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est absolument nécessaire? Il faut faire évoluer les locaux pour faire en sorte qu'il y ait un intérêt. De la même manière que les retailers doivent avoir un intérêt à vous faire sortir du canapé pour aller en point de vente alors que vous pouvez vous faire livrer juste devant votre canapé, là, il faut avoir un intérêt de pourquoi est-ce que j'irais sortir de chez moi, prendre les transports, voire faire 1 heure et demie de trajet, ou voire même 3 heures par jour pour aller dans un site si c'est pour voir personne ou si c'est pour être dans des locaux qui sont désuets. Donc, il faut qu'il y ait un intérêt. Et moi, j'aurais juste un conseil pour ces personnes-là, c'est de surtout de ne rien mettre définitif. Les sociétés qui ont mis définitif des accords de télétravail reviennent dessus, regrettent leur choix. Je pense que, mais ça c'est encore c'est très personnel, le monde du travail évolue tellement, l'environnement évolue tellement, il y a tellement de choses qui évoluent que je pense que ça ne sert à rien d'écrire des choses. Par contre, de dire là, on a besoin pour notre collectif, parce qu'on a vu que notre collectif est en danger, on a besoin de se retrouver. Et donc, dans les 4 prochains mois, tout le monde sur site. Et dans 4 mois, on verra. Et de donner des indicateurs factuels, tangibles, qui permettraient de mesurer ça, ça, je trouve que ce serait pertinent. Donc, j'espère pour cette grande assurance, je ne sais pas parce que je n'ai pas le détail, mais j'espère que c'est accompagné de ça. Okay. Donc, on n'a pas les réponses, hein, et c'est ce que j'aime dans cette approche. Hein, c'est vraiment, vous avez fait une enquête, vous avez détecté des signaux faibles, on voit des tendances. Hein, c'est vraiment le sujet aujourd'hui, c'est que des tendances, mais effectivement, on n'a pas forcément les réponses à tout. En tout cas, je me permets de répondre à la question de Mehdi là. Donc, présentation brillante, merci beaucoup. Comment Jalios Digital Workplace, enfin la solution de Jalios peut aider à mettre en œuvre cette vision? Alors, pricing model, je ne sais pas, on ne va peut-être pas rentrer dans ce détail-là, mais en tout cas, c'est sûr qu'on a fait la rencontre de Maud et de New Co par Aurélia, que je salue au passage. Donc, merci encore parce que c'est vraiment une très belle rencontre. On se retrouve sur beaucoup de sujets, en fait. Nous, effectivement, on est éditeur, on va fournir des outils collaboratifs, etc. Mais la finalité, et j'aime bien le rappeler, la mission de Jalios, c'est quand même de rendre les organisations plus efficaces et le travail de chacun plus épanouissant. Et vraiment, on se retrouve dans cette notion de utile, de collaboration, de créer du sens, aussi bien personnel que le sens commun. Donc, on se retrouve sur tellement de sujets. Ça a vraiment été un coup de cœur. Hein. Franchement, on a échangé pour préparer cette session avec Maud. Et les signaux faibles de type travail asynchrone. Le travail asynchrone, c'est quelque chose chez Jalios, mais on y croit depuis tellement longtemps. Mais en fait, on n'a pas cette approche, on n'a pas les faits. Et c'est pour ça que c'est formidable d'avoir quelqu'un comme Maud qui va présenter une situation, qui va être des faits, de présenter des problématiques, en tout cas, qui sont soulevées. Et c'est vrai que nous, Jalios, on va essayer, en mettant des dispositifs, des outils numériques, on va s'appuyer sur le digital
pour permettre de mettre en place des rituels, de les organiser, etc. Mais effectivement, on est dans une logique d'écosystème. On n'est pas tout seul, voilà, parce que nous, tout seul, on sera juste l'outil. Et c'est pour ça qu'il y a des logiques d'accompagnement, il y a du travail en écosystème. Mais on est vraiment convaincu qu'à la base, il faut qu'il y ait une meilleure compréhension du problème. Et c'est pour ça qu'on est vraiment ravis d'accueillir Maud aujourd'hui pour l'expliquer aussi bien qu'elle l'a fait. Voilà, il nous reste quand même 10 minutes, je pense, c'est ça? Non? Je ne sais plus, on a commencé à 10h15, donc normalement, on doit encore avoir 10 minutes. Il y a une autre question là de Grégory. Donc, un point que je n'ai peut-être pas compris, est-ce que les personnes interrogées pensent qu'il suffit de mettre des outils en place pour faire évoluer le management? Non. Alors, non. Alors, les collaborateurs, puisque comme on est sur un panel représentatif, donc ça me permet juste d'ailleurs de faire une petite aparté. Donc, avec BVA, donc on questionne au mois de mars et au mois de novembre les collaborateurs, c'est des questions fermées. Hein. Donc, en fait, on leur donne une liste de choix et ils doivent répondre à ça. Donc, côté collaborateur, mais pour les croiser, non, clairement, les outils absolument pas suffisants, mais en tout cas, ils les plébiscitent, parce que je pense que c'est un manque aujourd'hui. Côté management et côté direction, non, pour faire évoluer le management, alors là, j'ai une... comment dire non, c'est la posture managériale qu'il faut faire évoluer. Vous me voyez faire cette moue parce qu'en fait, je vois des batteries. Quand je dis des batteries de formation imposées aux managers pour devenir coach, en disant, bah voilà, le manager, donc là, j'ai envie de dire, peut-être que les collaborateurs pensent qu'il n'y a que des outils, mais peut-être que beaucoup de directions pensent qu'il y a juste une formation de posture manager coach qui leur permettrait de répondre à ça. Je pense que c'est une erreur. La posture coach, c'est quelque chose que l'on a, qu'il faut aimer, qu'il faut avoir envie d'endosser. Il faut avoir des appétences naturelles et certains n'ont pas du tout. Donc, forcer des managers à avoir une formation coach qui n'ont pas le profil coach et qui n'ont pas envie de l'être, ça peut être extrêmement destructeur par la suite. Donc non, moi je crois que c'est vraiment une combinaison de plein de facteurs. En tout cas, les personnes interviewées aujourd'hui, ça reste le gros point d'interrogation pour tout le monde. Mais il pousse le raisonnement plus loin, c'est-à-dire qu'au final, le management doit évoluer pour créer plus de confiance. Donc là, le sujet en ce moment, c'est comment je crée de la confiance. Et donc, on est en train, justement, avec l'association, de poser les bases de la confiance, de prendre différents travaux qui ont été faits par des personnes brillantes du monde entier sur comment est-ce que je crée la confiance, mais comment est-ce que nous, on l'adapte au management en France. Donc, il y a la confiance et il y a le courage managérial. Et cette notion de comment est-ce qu'on fait preuve de courage managérial. Et derrière le courage managérial, il y a la notion de priorisation et d'allocation d'intensité. Donc, vous voyez, en fait, le management, c'est juste qu'on tire une pelote et qu'ensuite, ça arrive énormément. Et donc, ça me permet aussi de vous dire que l'association, elle est ouverte, new, que plus on est à réfléchir sur le sujet et à agir pour ça, plus on pourra répondre de manière la plus précise à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce que vous venez de voir, qui est en fait un premier livrable quelque part de l'association agrémentée par Mio & Co. Mais l'association produit ce genre de choses, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais c'est quelque chose qui fait sens pour vous. Pour peut-être compléter sur le rôle des outils, parce qu'effectivement, nous, Jalios, on est outils. Moi, on partage la même vision. Les outils vont pas suffire. Mais c'est vrai qu'il y a une utilisation des outils aujourd'hui qui n'est pas pensée comme ça non plus, qui n'est pas pensée pour ça non plus. Et je pense qu'il faut accompagner dans la manière d'utiliser les outils. Cet après-midi, on va parler notamment de utiliser des outils pour mener des réunions. Même si le mode asynchrone va permettre peut-être de réduire le nombre de réunions, on va quand même continuer à faire des réunions, donc autant bien utiliser. Je pense qu'au-delà de l'existence des outils, c'est aussi, est-ce qu'on les utilise bien? Est-ce qu'on a un panel de choix d'outils de communication dans les usages? Est-ce qu'on publie sur l'intranet? Est-ce qu'on fait des billets de blog? Est-ce qu'on fait des cafés digitaux? On se réunit? Voilà, tous ces modes-là. En fait, les outils vont permettre tout ça. Et derrière, il faut imaginer, je reprends cette idée de rituel, en fait, qui seront autour. Voilà. Et je pense que sans les outils, on peut pas faire. Enfin, on est limité en termes de rituel, en fait. Donc, il faut vraiment réfléchir. Il faut réfléchir avec. Il ne faut pas se dire que c'est juste des outils d'eux-mêmes, ils vont arriver, ils vont résoudre les problèmes. Mais il ne faut pas réfléchir non plus en dehors de ces outils.
parce que finalement, on rate des leviers pour justement résoudre ces problèmes de fond. Voilà, moi j'avais une petite, il y a plus de questions là, mais n'hésitez pas, on a encore un tout petit peu de temps. Je fais ma transition sur justement un petit peu la session d'après, parce que la session d'après, on va parler en fait d'un extranet pour des adhérents. Alors ça peut paraître loin, mais justement, nous, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur parce que on ne va pas dire qu'on, je ne sais pas, c'est peut-être une forme d'avant-gardisme, je ne sais pas, mais en tout cas, on sent que l'organisation, elle va au-delà de ses murs, en fait. Et la collaboration avec des externes, c'est hyper important. Et quand on voit dans ce signal faible que finalement, on va devoir intégrer des externes parce que ce sont des freelances, parce que, et comme tu le disais, Maud, des fois, c'est des freelances qui sont plus dans l'entreprise qu'à l'intérieur, mais qui contractuellement, en tout cas, sont à l'extérieur. Animer un réseau d'anciens, par exemple. On voit que la forme d'engagement, voilà, ces formes d'engagement, elles sont différentes, mais quelque part, les outils pour nous sont les mêmes. Mais en tout cas, on a beaucoup de choses à apprendre, je pense, en avance de comment est-ce qu'on crée de l'engagement, comment est-ce qu'on organise des projets, etc. Comment, tout simplement, on travaille finalement avec des externes, parce que ce interne-externe, ça va être de plus en plus flou finalement. Donc voilà, on parlait de parcours interne-externe, finalement, voilà, c'est peut-être aussi ça, on parle d'écosystème, on est là-dedans, voilà. Donc c'est ma transition un petit peu, en tout cas, c'est pour dire que sur ces sujets-là, on se retrouve aussi, et vraiment, c'est super enthousiasmant, et donc c'est ma transition aussi pour la session d'après. Donc c'est sur le retour d'expérience de la FNMF qui a donc construit son extranet sur la plateforme, et qui va donc décrire un petit peu comment ils ont déployé cette plateforme. Alors depuis, il y a quelques remarques que j'essaye de lire. Je ne sais pas si tu les vois aussi, Maud, mais oui, je les vois. Je vous remercie parce que c'est très encourageant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nacera, le replay sera disponible sur la plateforme. Le support, on le partagera aussi. Je regarde s'il y a des questions. Il y a Jean-Michel qui nous dit qu'il faut effectivement repenser l'accompagnement en intégrant les opportunités proposées par les outils numériques notamment. Et voilà, donc la question, encore une fois, du replay. Donc c'est bon. Je pense qu'on est pas mal. Merci à tous. Merci beaucoup, Maud. Mais avec grand plaisir, j'étais ravie. Voilà, on va suivre avec beaucoup d'intérêt les études menées par l'association. On va essayer aussi de s'impliquer parce qu'on est tellement au cœur de ces sujets que voilà, ça nous tient à cœur d'y être. Et puis, je ne sais pas si tu as laissé tes coordonnées pour d'autres personnes qui seraient intéressées, mais je pense qu'elles sont sur le site. Ou je sais pas. Non, mais sinon, vous savez, LinkedIn. Voilà, vous connaissez, voilà, vous connectez voilà. sur LinkedIn. Oui, je pense que c'est plus simple. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Voilà. Et puis, on se retrouve dans un quart d'heure pour ceux qui restent pour la session d'après. Et puis, bon, vous avez le programme, et cet après-midi, on parlera un petit peu de réunionite, beaucoup d'intelligence artificielle et un petit peu de sécurité aussi. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Je pense que Julia va arrêter le live.